Je ne vais pas entretenir une vieille fainéante comme toi, me cracha mon fils sans savoir que j'avais gagné 7 millions de dollars à la loterie et que j'étais la nouvelle propriétaire de l'entreprise où il travaillait. Alors j'ai décidé. Avant de te raconter tout ce qui s'est passé, laisse-moi un commentaire en me disant de quelle ville tu écoutes cette histoire. J'aimerais savoir jusqu'où ma voix est parvenue, car ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas seulement un roman, c'est le miroir de nombreuses vies vécues en silence. Le bruit de l'assiette s'écrasant au sol fut si sec et violent que même les petits-enfants cessèrent un instant de regarder leur téléphone. Le salon resta plongé dans un silence épais, dense, comme si l'air s'était soudain refroidi. Eustolia, les mains tremblantes et le regard fixé sur les haricots répandus à terre, ne dit rien. Mais son cœur battait si fort qu'elle sentait qu'il allait lui sortir de la poitrine. « Jusqu'à quand vas-tu vivre ici sans rien faire ?» rugit Ivan, debout, le visage rouge et la veste froissée par une mauvaise journée de bureau. « Je ne vais pas entretenir une vieille fainéante comme toi. » Sylvia, son épouse, dissimula à peine un sourire moqueur en s'installant au bout de table. Personne d'autre ne dit un mot. Les enfants, Daniel et Camilla, feignaient de ne pas entendre, comme si cette scène était si habituelle qu'elle ne les affectait même plus. Eustolia cligna des yeux. Elle avait 67 ans. Son visage était celui d'une femme qui connaissait le sacrifice comme unique manière de vivre. Ses cheveux, retenus par un vieil élastique, laissaient apparaître des mèches d'un blanc usé. Son tablier, taché de haricots et d'huile, portait le même motif de fleurs qu'elle utilisait depuis plus de 10 ans. « Ivan, je veux seulement t'aider, j'ai cuisiné pour vous, lavé le linge, récupéré les enfants, nettoyé la salle de bain, je ne veux pas déranger, mon fils. »« Aider ? Aider, c'est gêner ?» l'interrompit-il avec un geste de dégoût. « Aider, c'est partir de cette maison, maman. Tu fais pitié. J'en ai assez de rentrer du travail et de te trouver ici comme une vieille ombre qui ne sert à rien. Tu n'es pas ma responsabilité. » Eustolia ressentit une pointe dans l'estomac. Ce n'était pas la fin. C'était la trahison. C'était l'instant précis où quelque chose en elle se brisait à jamais. « Ne lui parle pas ainsi, chérie, » dit Sylvia en feignant la compassion, mais son ton était plus venimeux que doux. Ce n'est pas sa faute si elle n'a nulle part où aller, mais nous ne sommes plus en âge de porter les problèmes des autres. Nous avons des enfants, une vie, des dépenses. Nous ne pouvons plus nous occuper de qui que ce soit. Ivan acquiesça avec colère. « Demain tu pars, maman. Trouve-toi un endroit, comme tu veux. Ça m'est égal. » Eustolia le regarda, et l'espace d'un instant, elle ne reconnut pas dans ce visage durci l'enfant qui autrefois lui suppliait des câlins parce qu'il avait peur du noir. « Je comprends, » dit-elle d'une voix éteinte. « Je partirai demain même. » Personne n'essaya de la retenir. Personne ne se leva pour la consoler. On n'entendit que le craquement de ses pas vers la chambre de service où elle dormait entre un matelas et de vieilles caisses. Elle ferma la porte sans bruit. S'adossa au mur. Et pleura en silence. Le lendemain matin, elle partit sans dire adieu. Elle portait un sac plastique avec quelques vêtements, un rosaire, sa Bible et une petite bourse en tissu où elle gardait le peu qu'elle avait réussi à économiser. Elle marcha dans les rues comme si elle ne sentait plus ses pieds. Personne ne lui offrit d'aide. Personne ne la regarda. C'était comme si, soudain, elle était devenue l'une de ces vieilles femmes invisibles qui traversent la ville sans que personne ne se demande où elles vont. Elle trouva une chambre à louer dans une vieille pension, dans un quartier oublié des cartes. La propriétaire, une veuve aux dents en or et au cœur endurci par la misère, lui céda un espace pour ce qu'elle avait dans sa bourse. Ici, l'eau entre par la fenêtre s'il pleut fort, mais c'est ce qu'il y a. Si vous ne vous plaignez pas, je vous prends la moitié. Merci, murmura Eustolia. Elle resta 2 jours là. Seule. Sans appel. Sans personne pour lui demander si elle avait mangé. Elle dormait sur un vieux matelas à l'odeur d'humidité. Parfois, elle entendait des disputes dans les chambres voisines. Ou les pleurs d'un enfant qu'on ne voyait jamais le jour. Le 3e jour, elle alla à l'épicerie acheter une tortilla et un petit pain. En revenant, elle passa devant un kiosque de loterie. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle s'arrêta. Peut-être par habitude, par impulsion, ou par une foi absurde qui ne survit que dans les cœurs blessés.
Donnez-moi un de ceux qui sont accrochés, celui du milieu, dit-elle en pointant du doigt. Le vendeur le lui remit sans un mot. Elle paya avec la monnaie exacte. Ce soir-là, déjà dans sa chambre, elle ne mangea que la moitié du petit pain et s'assit sur le lit. Elle sortit la Bible. Entre ses pages, elle conservait les papiers les plus importants qui lui restaient, son acte de naissance, une photo de ses enfants, et désormais, le billet. Elle le rangea sans trop y penser. Peut-être ne le vérifierait elle-même pas. Mais le lendemain, en balayant la cour de la pension, elle entendit sur une vieille radio que quelqu'un avait gagné les 7 millions du tirage de la semaine précédente. Elle ressentit un élan. Elle monta à sa chambre, chercha le billet et alluma le petit téléviseur qui se trouvait dans la salle commune de l'immeuble. Le signal était mauvais, mais elle réussit à capter la chaîne. Ils commencèrent à lire les numéros. Le premier numéro correspondait. Le deuxième, aussi. Le troisième, sa respiration s'arrêta. Quand le dernier numéro fut annoncé, Eustolia resta figée. Le billet dans sa main était le gagnant. Mon Dieu, est-ce réel? Elle s'assit lentement. Elle sentit le sol disparaître sous ses pieds. Le monde tournait. Son cœur battait dans ses oreilles. Elle porta une main à sa poitrine, puis à sa bouche. Est-ce que cela m'arrive à moi? Le billet était toujours dans sa main. Elle le compara 3 fois. C'était elle. Elle, la femme qui n'avait presque rien pour acheter un petit pain. Elle, que son fils avait mise à la rue. Elle, qui dormait sur un matelas prêté et lavait son linge dans une bassine. Elle, était millionnaire. Elle ne sortit pas de la chambre pendant des heures. Assise sur le lit, les yeux pleins de larmes et les doigts serrant le billet comme une planche de salut, Eustolia pensait à tout ce qu'elle avait donné pour ses enfants. À la façon dont elle avait perdu ses dents pour ne pas aller chez le dentiste et payer plutôt les médicaments d'Ivan quand il était petit. Aux hivers qu'elle avait passés sans couverture pour que Tono ne tombe pas malade. Aux fois où elle avait renoncé à manger afin de payer un uniforme scolaire. Et maintenant, alors qu'elle n'avait plus de force, la vie lui offrait cela. Pas seulement de l'argent. Elle lui donnait du pouvoir. De la liberté. De la justice. Mais elle ne dit rien à personne. Pas encore. Elle rangea le billet dans la Bible. L'enveloppa dans un sac en plastique. Le cacha parmi ses affaires. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle écoutait les bruits de la rue. Les chiens. Les camions lointains. Et dans son esprit, la même phrase. Je ne vais pas entretenir une vieille fainéante comme toi. Comme une blessure qui ne cicatrise pas. Comme une dette qui, désormais, pouvait être réclamée. Le lendemain matin, elle alla chez un notaire. Puis à une banque. Ensuite dans un cabinet d'avocats. Elle parla peu, mais avec fermeté. Elle signa des papiers. Reçut des instructions. Changea de vêtements. S'acheta une chemise propre, un pantalon simple et des chaussures neuves. Elle se regarda dans le miroir et ne se reconnut pas. Une semaine plus tard, elle retourna dans son ancien quartier. Personne ne l'attendait. À la maison de son fils, elle frappa à la porte. Sylvia ouvrit. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je pensais que tu n'allais plus venir déranger. » Eustolia ne répondit pas. Elle se contenta de sourire. « Je viens parler de travail. » La caméra s'éloigne lentement tandis que Sylvia referme la porte avec mépris, sans imaginer ce qui allait arriver. Et ainsi se termine le chapitre. Parce que parfois, ce que l'on méprise le plus est ce que l'on devrait le plus redouter. Oseras-tu découvrir ce que fera Eustolia maintenant qu'elle a le pouvoir entre ses mains? Pour le comprendre, il faut regarder en arrière, vers les racines de la douleur qui ont forgé son caractère et l'ont transformée en la femme qu'elle était. Eustolia Ramirez n'avait que 19 ans lorsqu'elle rencontra Porfirio. C'était un homme au sourire facile et au regard malicieux, de ceux qui semblaient avoir le monde à leurs pieds alors qu'ils n'avaient que des paroles creuses et des promesses bon marché. Ils se marièrent dans l'église du quartier avec une robe empruntée et un bouquet de fleurs cueillies dans le jardin d'une voisine. Pour elle, ce fut le plus beau jour de sa vie, le début d'un avenir plein d'illusions. Pour lui, seulement une aventure qui allait vite devenir un fardeau. L'amour qu'elle ressentait pour lui la rendait aveugle.
Quand elle apprit sa première grossesse, elle pensa que Porfirio serait heureux, mais tout ce qu'elle reçut fut une tape sur l'épaule et un sourire forcé. On verra bien comment on fera, dit-il, en allumant une cigarette avant d'aller jouer au domino avec les amis du bar. Dès lors, Eustolia comprit que ce serait elle qui porterait le poids de la vie. Les mois passèrent et Porfirio disparut de plus en plus souvent. Il revenait avec une odeur d'alcool et des dettes qu'elle devait payer en vendant des choses qu'elle aimait. Une nuit, après une dispute amère où il l'accusa de lui avoir gâché la vie avec des enfants, il partit et ne revint jamais. Il la laissa enceinte, avec un ventre énorme et une dette auprès d'un usurier du quartier qui frappait à la porte chaque semaine pour réclamer de l'argent. Eustolia se réfugia dans la foi, dans sa force de femme forgée à coups de réalité. Quand Ivan naquit, elle promit en silence que cet enfant ne connaîtrait jamais la fin, même si cela signifiait qu'elle, oui, devrait la connaître. Avec un morceau de carton, elle improvisa un berceau et, avec un sourire, affronta les nuits blanches. Plus tard naquit Tonno, et la charge se doubla, mais son cœur aussi. La maison où il vivait était faite de tôle rouillée. Quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait de partout et mouillait les couvertures. En hiver, le vent glacé s'engouffrait comme des couteaux par les fissures. Malgré tout, elle gardait la maison propre. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, moulait du maïs emprunté, préparait des tortillas et sortait les vendre dans un panier en osier. Avec cela, elle achetait du savon et lavait le linge des autres dans une rivière voisine. Ses mains, depuis, s'étaient fendillées comme une terre sèche. Dans le quartier, tout le monde la connaissait sous le nom de Tola, la jeune fille qui travaillait sans relâche. Ses voisines la regardaient avec une certaine compassion, certaines avec pitié et d'autres avec envie, car malgré la pauvreté elle n'avait jamais cessé de marcher la tête haute. Un après-midi, alors qu'elle lavait les draps des autres, s'approcha Donia Remedio, une voisine âgée à la langue acérée. « Ton fils ne te remerciera pas, Tola. Tu verras. Ces gamins grandissent, se marient et oublient. Je te le dis, moi qui en ai élevé 4 et pas un ne vient me voir. » Eustolia la regarda, les mains dans l'eau glacée et les doigts fripés. « Tant que je respirerai, mes enfants ne sauront pas ce que c'est d'avoir faim. C'est la seule chose qui compte pour moi. » Ces mots sortirent avec un mélange de tendresse et de fermeté qui fit taire même Donia Remedio pendant quelques secondes. Avec les années, Ivan commença à se distinguer à l'école. Il était intelligent, rapide avec les chiffres et avait un caractère fort que beaucoup prenaient pour de l'assurance. L'enseignante dit à Eustolia que ce serait du gâchis de ne pas l'envoyer dans une meilleure école, mais cela coûtait cher. Et là commença un autre sacrifice. L'alliance que Porfirio lui avait laissée fut la première chose qu'elle vendit. Cela ne lui fit pas mal de la perdre, ce qui fit mal, c'était qu'elle n'avait même pas représenté la fidélité ou l'engagement. Avec cet argent, elle paya l'inscription et les livres. Quand cela ne suffisait pas, elle partait nettoyer des maisons en ville. Elle marchait des kilomètres sous le soleil, rentrait la nuit et devait encore cuisiner et laver. Tonno, en revanche, était plus espiègle, plus rebelle. Il traînait avec des enfants du quartier et revenait souvent avec les genoux écorchés. Eustolia essayait de le gronder, mais au fond elle se laissait attendrir par ses malices. « Un jour tu seras quelqu'un de bien, Tonito, tu verras », lui disait-elle en lui caressant les cheveux. Il y eut des moments déchirants que personne ne vit. Comme cette fois où elle fit la queue à la sécurité sociale dès 5 heures du matin pour qu'on soigne Ivan, qui avait une forte fièvre. Les heures passèrent sans qu'il soit pris en charge. Elle n'avait rien mangé de toute la journée. Quand enfin ils entrèrent, elle s'évanouit devant l'infirmière. La docteure lui dit qu'elle était dénutrie. Elle se releva, honteuse, le visage pâle, et répondit simplement, « Soignez l'enfant, moi je vais bien. » Le temps passa comme un fleuve irrésistible. Ivan grandit, termina le lycée avec les honneurs et réussit à entrer à l'université. Ce fut la plus grande fierté d'Eustolia. Elle avait accompli ce que beaucoup disaient impossible, qu'un fils de cour commune accède à une salle universitaire. Quand elle reçut la lettre d'admission, elle pleura tant qu'elle sentit que tous ses efforts avaient valu la peine. Mais l'université apporta aussi de la distance. Ivan commença à avoir honte de son origine modeste. Il se lia avec des amis de familles aisées et évitait que sa mère l'accompagne aux événements scolaires. Eustolia, avec une patience infinie, acceptait tout.
Un jour resta gravé dans son cœur comme une plaie qui ne cicatrisa jamais. Elle avait préparé un ragoût de poulet, un des plats préférés des Ivan, et l'avait mis dans un récipient pour l'apporter à l'université. Elle marcha des kilomètres sous le soleil avec le récipient dans un sac, parce qu'elle voulait le surprendre et éviter qu'il ait faim entre les cours. Lorsqu'elle arriva, elle le chercha dans le couloir et le trouva riant avec un groupe d'amis. « Fils, je t'ai apporté de la nourriture, regarde, c'est encore chaud, dit-elle avec un sourire. » Ivan devint rouge de honte. Ses amis commencèrent à rire et à murmurer. « Va-t'en !» cria-t-il, sans la regarder directement. « Tu me fais passer pour un pauvre. » Le silence tomba sur le couloir. Les amis restèrent mal à l'aise, certains avec une moquerie sur les lèvres. Eustolia sentit un nœud dans la gorge. Le récipient glissa de ses mains et le ragoût se renversa au sol. Elle voulut se pencher pour ramasser, mais Ivan avait déjà tourné les talons. Elle repartit avec le sac vide, les yeux embués et le cœur en miettes. Ce soir-là, seule dans sa chambre, elle se demanda tout bas si tout ce qu'elle avait fait en valait la peine. Mais en regardant la photo de ses enfants, elle se répéta encore une fois la promesse de toujours, tant qu'elle respirerait, il ne souffrirait pas de la faim. Le temps lui apprit que parfois les plus grands sacrifices ne sont pas remerciés. Que les graines semées avec amour peuvent fleurir en ingratitude. Et que la sueur et la douleur d'une mère se paient souvent par la trahison. Ce souvenir brûlait dans l'esprit d'Eustolia, même maintenant que le billet de loterie avait fait d'elle la maîtresse d'un nouveau destin. Cette scène devant la porte de l'université était la preuve que son amour n'avait pas suffi à arrêter la honte de son fils. Et au plus profond de son cœur, elle comprenait que la trahison d'Ivan n'avait pas commencé avec l'assiette de haricots renversée au sol. Non. Elle avait commencé bien avant, le jour où il préféra renier son origine plutôt que reconnaître le sacrifice de sa mère. En se rappelant tout cela, dans sa chambre louée, le billet restait caché dans la Bible. Et son cœur, partagé entre l'amour et le ressentiment, commençait à pencher vers un plan que personne n'aurait pu imaginer. Le chapitre se terminait sur une image puissante, Eustolia debout devant le miroir, les mains encore marquées par les années passées à laver le linge des autres, mais le regard embrasé d'une femme qui n'était plus disposée à rester invisible. La trahison de son passé était désormais la graine de ce qui allait venir. Et ce qui allait venir, changerait à jamais la vie de tous ceux qui l'avaient un jour considéré comme un fardeau. Eustolia ne parvenait pas à dormir. La nuit, quand le vacarme de la cour commune s'éteignait et qu'il ne restait que des pas lointains, quelques cris d'ivrogne et les pleurs d'un bébé qui ne cessaient jamais, les souvenirs revenaient comme des fantômes. Ce n'étaient pas des souvenirs doux, mais des plaies ouvertes qui n'avaient jamais cicatrisé. Elle les portait en elle comme des cicatrices invisibles qui serraient sa poitrine chaque fois qu'elle pensait à ce qu'elle avait donné, et à ce qu'elle avait reçu en retour, bien peu, ou rien du tout. Après que Ivan eut terminé l'université, il pensa que les choses s'amélioreraient. Que, du moins, son fils aîné, celui qui avait coûté tant de sacrifices, deviendrait la lumière qui la sortirait du puits de douleur. Pendant un temps, elle crut que ce serait le cas. Ivan l'invitait à certaines cérémonies académiques, lui montrait ses notes avec fierté et lui disait qu'il faisait tout cela pour elle. Et bien que cette illusion la soutint, bientôt arriva quelqu'un qui transforma ce lien en une chaîne rouillée, Sylvia. Elle la rencontra lors d'un repas de famille. Ivan la présenta avec une lueur étrange dans les yeux, un mélange d'ambition et de désir. Elle était jolie, certes, mais sa beauté était accompagnée d'une arrogance si évidente que quiconque la voyait pouvait la ressentir. Dès la première salutation, Eustolia sut que cette femme n'apporterait rien de bon à la famille. Enchantée, madame, dit Sylvia en tendant la main avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ivan m'a tellement parlé de vous. Eustolia serra sa main avec amabilité, même si, au fond d'elle, elle sentit un froid étrange. J'espère que ce qu'il t'a raconté était positif. Sylvia émit un petit rire faux et changea rapidement de sujet. Le temps fit son œuvre. Ivan se maria avec elle lors d'une cérémonie élégante, de celles qui semblent sorties des magazines, mais où la mère du marié passa presque inaperçue. On plaça Eustolia à une table lointaine, auprès d'oncles qu'elle connaissait à peine, tandis que Sylvia exhibait ses parents avec fierté. Ce fut le premier coup. La manipulation commença peu après. Sylvia ne tarda pas à semer des graines dans l'esprit des Ivan, graines qui fleurirent en mépris envers sa propre mère.
Lors de soirées de vin et de conversations intimes, elle lui répétait toujours la même chose. Mon amour, pense à notre avenir. Ta mère ne peut pas continuer à vivre avec nous. C'est un poids. Imagine ce que tes patrons penseront s'ils apprennent que tu entretiens encore une femme âgée chez toi. Ils diront que tu es un homme faible, que tu ne sais pas poser de limites. Au début, Ivan résistait. C'est ma mère, Sylvia. C'est elle qui m'a élevé. Je ne serais rien sans elle. Et c'est très bien, mon amour, personne ne t'enlève cela, répondait-elle en lui caressant le visage. Mais elle a déjà rempli son rôle. Désormais, notre famille c'est toi, moi et les enfants que nous aurons. Tu dois penser à ton image, à ta réputation. Nous ne voulons pas que les autres nous voient comme des gens incapables d'avancer. Ces paroles, répétées nuit après nuit, furent comme des gouttes de poison. Au bout de quelques mois, Ivan cessa de défendre sa mère. Et lors d'une dispute plus violente que d'habitude, il lâcha sans pitié. Tu ne peux plus vivre ici, maman. Sylvia a raison. Le mieux, c'est que nous commencions à chercher une maison de retraite. Là-bas tu seras avec des personnes de ton âge, bien soignées, et nous pourrons nous concentrer sur notre vie. Eustolia resta sans souffle. Elle le regarda dans les yeux, cherchant une trace de l'enfant qu'il avait autrefois enlacé lorsqu'il avait peur, mais elle ne trouva rien. Elle ne vit qu'un homme durci par l'ambition, un homme qui ne ressemblait plus en rien au fils qu'elle avait élevé. Au fond de son cœur, elle comprenait que ces paroles n'étaient pas des Ivan, mais de Sylvia. Pourtant, elles faisaient tout aussi mal, car il les répétait avec conviction. Les souvenirs de Tonno étaient différents, mais pas moins douloureux. Il avait toujours été le fils rebelle, celui qui ne s'intégrait pas à la rigueur que Stolia tentait d'imposer. Dès son jeune âge, il montra une inclination pour des amitiés dangereuses, pour les rues où la fumée et la poussière se mêlaient aux mauvaises décisions. À 19 ans, tout explosa. Eustolia avait économisé pendant des années quelques pièces qu'elle gardait dans une boîte à biscuits. C'était son fonds secret, l'argent qu'elle comptait utiliser pour acheter une machine à laver d'occasion, car elle ne supportait plus les douleurs de dos provoquées par la lessive à la main. Un matin, en allant chercher les billets, la boîte était vide. Son cœur s'emballa. Elle chercha partout jusqu'à trouver la réponse dans le regard fuyant de Tonno. « C'était toi ?» demanda-t-elle d'une voix brisée. Le garçon ne le nia pas, mais ne la regarda pas non plus dans les yeux. « J'avais besoin de l'argent, maman. Je vais le récupérer bientôt. » Ce qu'il ne dit jamais, c'est qu'il l'avait dépensé en drogue. L'addiction l'avait déjà piégé, et l'argent de la machine à laver s'était envolé en fumée. Ce même après-midi, des officiers frappèrent à la porte avec Tonno menotté. « Nous l'avons trouvé lors d'une rafle, madame. Il avait de la drogue sur lui. S'il n'y a pas de preuves contraires, il sera remis au ministère. » Eustolia sentit le monde s'écrouler. La peur de le perdre la fit réagir avec une force qu'elle ne soupçonnait pas. Cet argent m'appartenait, mais de toute façon, cette machine ne marchait plus, j'allais la jeter. Il n'y a pas de délit. Et la drogue, vous avez sûrement confondu. Mon fils n'est pas comme ça. Elle mentit la tête haute, la voix tremblante mais ferme. Elle réussit à ce qu'on le lui rende ce soir-là. En refermant la porte, elle le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Ne me fais pas ça, Tonito. Ne me brise pas plus que je ne le suis déjà. » Le jeune homme sanglota, promit qu'il changerait, mais dans son regard restait encore cette étincelle sombre qui l'emplissait de peur. Ses souvenirs, tous, se pressaient dans l'esprit d'Eustolia tandis qu'elle fixait le billet de loterie qui avait bouleversé sa vie. Ce n'était pas de simples mémoires, mais des chaînes qui la tiraient vers la vérité la plus douloureuse. Ceux que nous aimons le plus mentent aussi, trahissent aussi, utilisent aussi notre sacrifice pour nous écraser. L'avocat l'attendait dans son bureau. La climatisation contrastait avec la chaleur écrasante des rues, et le silence élégant du lieu la faisait se sentir comme une intruse. Pourtant, elle marcha d'un pas ferme. Elle s'assit en face du bureau et écouta les explications de l'homme en costume qui la traitait avec respect. Avec cet argent, vous pouvez acquérir suffisamment d'actions pour contrôler l'entreprise de construction Avala. C'est bien là que travaille votre fils, n'est-ce pas? Eustolia acquiesça. Exactement.
L'avocat l'observa avec curiosité, comme s'il voulait comprendre ce que cherchait une femme comme elle dans un terrain de requin d'affaires. « Êtes-vous sûr de vouloir cela ? Ce n'est pas une démarche quelconque. Ici, on joue gros. » Eustolia saisit le stylo d'une main tremblante, mais ses yeux étaient décidés. « Je n'ai plus rien à perdre. » Et elle signa. En apposant sa signature, elle sentit qu'elle fermait un cycle d'humiliation et en ouvrait un autre de justice silencieuse. L'affaire était conclue. L'entreprise où travaillait Ivan, celle qu'il exhibait comme symbole de sa réussite, appartenait désormais à la femme qu'il avait appelée un poids. L'avenir commençait à prendre une direction opposée. Et Eustolia, bien qu'elle ne le sache pas encore complètement, était sur le point de prouver que même la femme la plus invisible peut devenir l'ombre la plus dangereuse. Les papiers étaient signés. Elle était déjà propriétaire de l'entreprise où travaillait Ivan. Elle n'avait encore révélé son identité à personne. Elle avait décidé d'entrer en silence, comme celui qui guette dans l'obscurité en attendant le moment juste pour frapper. Plus elle apprenait sur ce monde corporatif, plus elle comprenait qu'il se mouvait avec les mêmes règles cruelles que la vie dans les quartiers, trahison, apparence, ambition. Seulement ici, le déguisement était un costume de soie plutôt qu'un t-shirt déchiré. Durant les premières semaines, elle se consacra à observer. Avec l'aide de son avocat, elle s'assura de garder secrète son acquisition. Elle se présenta à l'entreprise sous l'apparence d'une conseillère externe, quelqu'un qui, soi-disant, avait été engagé pour auditer les processus internes. Personne ne soupçonna que cette femme au regard serein mais intense détenait entre ses mains la propriété absolue de ce qu'ils considéraient comme leur monde. Durant cette période, elle fit la connaissance de visages qu'elle n'avait entendu mentionner jusque-là que dans les conversations des Ivans. Elle découvrit la hiérarchie du pouvoir, les intrigues entre départements, les ragots de la cafétéria et la tension constante parmi les employés qui craignaient de perdre leur emploi. C'est là, dans cette atmosphère lourde, qu'elle entendit pour la première fois le nom de Damari. Damari était une jeune secrétaire, aux cheveux sombres et au sourire timide. Tous disaient qu'elle avait gravi les échelons trop vite dans l'entreprise, mais attribuaient cela à son efficacité et à sa discrétion. Eustolia remarqua dès leur première rencontre quelque chose d'étrange, la jeune femme semblait éviter de la regarder directement, comme si elle craignait qu'on lise dans ses pensées. Un matin, alors qu'elle examinait quelques rapports, elle entendit dans le couloir le rire de son fils Ivan. Ce n'était pas le rire habituel qu'il utilisait avec ses collègues. C'était un rire intime, complice, comme celui qu'un homme ne partage qu'avec quelqu'un qui le connaît de près. Quelques minutes plus tard, Ivan entra dans le bureau de Damari, refermant la porte derrière lui. Eustolia sentit un frisson lui parcourir la nuque. L'instinct maternel, celui qui ne s'éteint jamais, l'avertit que quelque chose n'allait pas feignant l'indifférence. Elle marcha dans le couloir, de loin, aperçut par l'interstice des stores une scène qui lui glaça le sang, son fils caressant la joue de la secrétaire, et celle-ci appuyée sur son épaule comme si elle y trouvait refuge. Elle attendit. Des minutes qui semblèrent une éternité passèrent. Quand la porte s'ouvrit, Ivan sortit avec une expression sérieuse, mais Damari avait les yeux humides et une tendresse dans le visage. Ce fut alors que la certitude la frappa, Ivan avait une maîtresse. Les pièces commencèrent à s'assembler. Elle se rappela comment Sylvia, sa belle-fille, insistait toujours pour paraître parfaite, comment elle ne réclamait jamais les absences prolongées de son mari, comment elle défendait l'indéfendable afin de ne pas perdre le statut qu'elle aimait tant. Au lieu d'une douleur immédiate, ce que Stolia ressentit fut de l'indignation. Était-ce là le fils qu'elle avait élevé avec des valeurs de respect? Était-ce l'homme pour lequel elle avait sacrifié sa jeunesse? Les jours suivants, elle se consacra à enquêter avec patience. Personne ne se doutait d'elle, ce qui lui permit de s'approcher de Damari avec prudence. Un après-midi, elle l'invita à prendre un café à la cafétéria de l'entreprise. « J'ai remarqué que vous travaillez très dur, dit-elle d'une voix douce. Ce ne doit pas être facile d'occuper un poste avec autant de pression. » La jeune femme sourit timidement. « J'essaie de faire ce que je peux. Parfois j'ai l'impression d'étouffer ici, mais, eh bien, il y a des choses qui font que cela en vaut la peine. » Eustolia l'observa attentivement. Il y avait quelque chose dans son ton qui la trahissait, une nuance de confession qui demandait à être entendue. Elle décida de prendre le risque. Des choses, ou quelqu'un? Damari baissa le regard et son visage devint rouge.
Un silence gênant s'ensuivit, brisé par un soupir. Il m'a dit que ta mère était morte, confessa-t-elle soudainement, comme si elle ne pouvait plus se taire. Il a même pleuré pour toi. Les mots étaient comme des couteaux plantés encore et encore dans la poitrine de Stolia. Ivan non seulement l'avait nié de son vivant, mais il avait tué son existence par la bouche d'une autre femme, construisant un mensonge pour justifier un amour clandestin. De qui parles-tu ? Demanda Stolia avec un calme contenu, bien qu'elle connaissait parfaitement la réponse. D'Ivan, dit Damari presque à voix basse. Moi, je suis avec lui. Je ne savais pas qu'il était marié. Je le jure. Quand je l'ai découvert, j'étais déjà amoureuse. Et il y a autre chose. Sa voix se brisa, et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. Nous avons un enfant. Stolia la regarda, incrédule. L'air devint lourd. Ses mains tremblaient sur la tasse. Ivan avait un enfant hors mariage. Et le pire, il avait nié sa mère juste pour maintenir le mensonge. Damari continua à parler en sanglotant. Si j'avais su la vérité, je ne serais jamais tombée là-dedans. Je l'aime, oui, mais je ne sais plus qui il est. Quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il s'est réjoui, mais avec le temps, il est devenu froid, distant. Il me rend visite quand il veut. Il promet qu'un jour il quittera Sylvia, mais il ne le fait pas. Le silence qui suivit fut long. Stolia pouvait à peine traiter l'ampleur de la trahison. À l'intérieur, une tempête d'émotions la dévastait, colère, tristesse, désillusion. Ce qui la déchirait le plus n'était pas que Yvan ait une autre femme, mais qu'il ait utilisé sa mémoire comme mensonge, qu'il ait dit qu'elle était morte, comme si son existence devait être effacée. Elle décida de garder le secret pour l'instant. Elle se leva, donna une tape sur l'épaule de la jeune fille et partit. À l'intérieur, une décision se préparait déjà, une décision qui allait tout changer. La même nuit, en rentrant dans sa chambre, elle réfléchit à ce qu'elle venait de découvrir. Elle pensa à Sylvia. Quelque chose dans son intuition lui disait que la belle-fille savait. Et elle le confirma bientôt. Le lendemain, lors d'une visite inattendue chez Ivan, elle surprit accidentellement une conversation entre Sylvia et une amie. Bien sûr que je sais qu'il a une autre, disait Sylvia avec un ton de mépris. Mais qu'il fasse ce qu'il veut tant qu'il me maintient dans la vie que je mérite. Je ne retournerai pas à vivre pauvre. Ces mots furent le coup final. Ni son fils ni sa belle-fille ne respectaient les valeurs qu'elle leur avait inculquées. Tous deux étaient englués dans un marécage d'ambition, de mensonges et d'égoïsme. Épuisée par des pensées sombres, Stolia décida d'aller chercher Tono. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis des mois, sauf des rumeurs selon lesquelles il était dans un centre de réhabilitation publique. Elle prit un bus, traversa des rues grises et arriva à un bâtiment délabré, aux murs écaillés et à l'odeur de désinfectant bon marché. L'endroit était rempli de jeunes brisés, aux regards perdus et aux corps émaciés. Parmi eux, elle reconnut son fils cadet. Tono était plus mince, avec la peau pâle et les yeux enfoncés. Lorsqu'il la vit, il se mit à pleurer comme un enfant. « Pardonne-moi, chef. Pardonne-moi d'avoir été un fils de... » Les larmes se mêlaient à son nez qui coulait, et sa voix était un gémissement désespéré. Stolia le serra fort dans ses bras, sans se soucier de l'odeur aigre de sueur et de médicaments. « Tais-toi, Tonito. C'est fini. L'important est que tu sois vivant. » Il s'accrocha à sa taille comme s'il craignait qu'elle disparaisse. « Je t'ai échoué. Je t'ai volé, je t'ai menti, je t'ai fait souffrir. Et pourtant tu es venu. Pourquoi ? Parce que tu es mon fils. Même si le monde te tourne le dos, je ne peux pas. » Ils pleurèrent en silence, entourés par cet environnement désolant. Pour Stolia, ce fut un moment de contradiction, tandis qu'un fils la détruisait par ses mensonges, l'autre, malgré ses erreurs, montrait un aperçu de repentir sincère. Quand elle sortit de la clinique, l'air de la nuit lui gifla le visage. Elle marcha lentement, l'esprit rempli d'images. Ivan la niant comme morte. Sylvia acceptant l'infidélité pour de l'argent. Tono implorant pardon entre les larmes. À cet instant, elle sut. Elle ne pouvait plus se taire. Elle ne pouvait plus se cacher derrière des silences ou des excuses. Il était temps de tous les affronter, d'arracher les masques et de les forcer à regarder la vérité en face.
Avec le billet de loterie devenu entreprise, avec la vérité brûlant dans ses mains et un cœur endurci par la trahison, Eustolia prit la décision radicale qui marquerait un avant et un après dans son histoire. La femme invisible s'était réveillée. Et maintenant, personne dans sa famille ne serait à l'abri de ce qui allait arriver. Eustolia se réveilla dans sa chambre louée avec la sensation d'avoir pris un chemin sans retour. L'aube peignait à peine les murs humides en orange, mais à l'intérieur, il n'y avait plus de place pour le doute. Elle savait qu'elle devait affronter tout ce qu'elle avait gardé silencieusement pendant des décennies. Elle ne voulait plus être la mère exemplaire qui avale la douleur en silence. Elle voulait parler, crier, se libérer du rôle que la société lui avait imposé, celui de la femme qui endure, qui se sacrifie, qui s'immole sans rien demander en retour. Le souvenir de Tonneau pleurant à la clinique la touchait encore. C'est lui qui lui avait parlé d'une psychologue qui aidait les patients sans rien demander en échange, une femme qui consacrait des heures à écouter des histoires brisées. Eustolia, qui avait toujours été méfiante à l'idée de parler à des étrangers, ressentit le besoin de s'y rendre. Peut-être parce que, pour la première fois de sa vie, elle comprenait que se taire la tuait plus que n'importe quelle maladie. La clinique se trouvait dans un immeuble gris à la périphérie de la ville. Le cabinet de la psychologue était une petite pièce aux murs écaillés et à une fenêtre laissant à peine passer la lumière. La femme, aux cheveux courts et au regard tranquille, l'accueillit d'un geste chaleureux. « Asseyez-vous, Madame Eustolia. Tonneau m'a parlé de vous. Il m'a dit que vous êtes forte, mais que vous êtes fatiguée. » Eustolia baissa les yeux, se sentant vulnérable devant ces paroles. « On m'a toujours dit que se taire était propre aux femmes fortes. Que supporter les humiliations, c'était être courageuse. Que ne pas se plaindre, c'était être une bonne mère. Mais, et si je n'avais été que stupide ? » La psychologue ne répondit pas tout de suite. Elle la laissa laisser couler ses larmes silencieuses sur ses joues. Cette femme de 67 ans se permettait pour la première fois de confesser ce qu'elle avait gardé profondément enfoui. Vous n'avez pas été stupide. Vous avez été victime d'un système qui enseigne aux femmes à tout sacrifier. Vous avez cru que c'était la seule façon d'être aimée. Mais maintenant, vous découvrez que votre voix compte aussi. Eustolia serra les poings. J'ai tout donné. Ma jeunesse, mes forces, mes os. Je me suis éreintée à laver le linge, frotter les sols, manger des miettes pour qu'il mange de la viande. Et mon fils aîné m'a craché au visage. Il m'a traitée de paresseuse. Et maintenant j'apprends qu'il m'a même tuée, dans ses paroles, qu'il a dit aux autres que j'étais morte. Quel genre d'homme ai-je élevé ? La psychologue inspira profondément. Parfois, l'amour que nous donnons ne suffit pas à sauver les autres de leurs propres ambitions. Ne vous en voulez pas. Vous avez semé. S'ils ont arraché les racines, ce n'est plus votre responsabilité. Il y eut un silence. Eustolia regarda par la fenêtre. Un rayon de soleil illuminait la poussière dans l'air. Je veux retrouver ma voix. Pas pour me venger, pas pour les humilier. Mais parce que je suis fatiguée d'être invisible. La psychologue acquiesça. C'est la première étape, cesser de demander la permission d'exister. Ces mots restèrent gravés comme du fer chaud. Eustolia sortit de là avec la certitude qu'elle devait agir. Et le terrain serait l'entreprise qui lui appartenait désormais. Pendant des semaines, elle prépara en secret une réunion d'entreprise. Elle fit semblant que cela faisait partie de l'audit, une simple convocation pour examiner les nouvelles directives de travail. Personne ne soupçonna que ce rendez-vous cachait un séisme. Entre-temps, Eustolia parcourut les bureaux et ateliers de la société. Lors de ce parcours, elle rencontra des visages qui la touchèrent plus que n'importe quel chiffre dans les bilans. Elle rencontra Carmen, une mère célibataire de 30 ans qui nettoyait bureaux et toilettes. Elle avait une fille malade des reins et passait des nuits entières à travailler dans un stand de tamal pour payer les médicaments. Quand Eustolia l'entendit raconter son histoire à la cafétéria, elle s'approcha sans révéler sa véritable identité. « Que feriez-vous si vous pouviez choisir un autre poste ici ?» demanda-t-elle d'une voix sereine. Carmen haussa les épaules. « Je sais que je ne sers qu'à nettoyer, madame. Je n'ai pas terminé l'école. Mais si je pouvais, j'aimerais apprendre à gérer les comptes. J'ai toujours aimé les chiffres. » La semaine suivante,
Carmen fut discrètement transférée à un cours de formation en comptabilité interne, avec le double de salaire. Personne ne comprit cette décision, mais Eustolia oui, cette femme méritait une chance. Ensuite, elle rencontra Ernesto, un jeune homme à mobilité réduite qui transportait des papiers d'un département à l'autre car on ne lui confiait pas plus de responsabilités. Il se déplaçait difficilement, mais ses yeux brillaient d'intelligence. Lorsqu'elle lui demanda ses rêves, il répondit sans hésitation. « Je veux dessiner. J'ai étudié le dessin technique au lycée, mais ici, on ne m'a jamais laissé utiliser un ordinateur. » Eustolia parla aux ressources humaines. En quelques jours, Ernesto avait un bureau et un ordinateur. En moins d'un mois, il présenta un projet de plan qui étonna les ingénieurs. Elle rencontra également Monsieur Aurelio, un vieil employé de maintenance atteint de Parkinson. L'entreprise prévoyait déjà de le licencier pour inefficacité. Lorsqu'elle le vit essayer de changer une ampoule avec des mains tremblantes, elle s'approcha et l'aida à tenir l'échelle. « Je peux encore, madame. J'ai juste besoin de temps. Je ne laisserai pas qu'on vous licencie parce que vous êtes vieux, lui murmura-t-elle. Ici, il y a encore de la place pour ceux qui ont donné leur vie au travail. » Au lieu de le licencier, on lui assigna des tâches plus légères et un jeune assistant pour apprendre de son expérience. Chaque action la remplissait d'une étrange fierté. Ce n'était pas la revanche contre Ivan qui lui procurait de la satisfaction, mais la certitude que son pouvoir servait à relever ceux qui, comme elle, avaient été méprisés. « Vous, ça vaut vraiment la peine de vous aider, leur dit-elle une fois, en les réunissant secrètement dans un couloir. Parce que vous ne m'avez pas craché au visage. » Personne ne comprit entièrement ses paroles, mais tous sentirent la sincérité qui émanait de sa voix. Pendant ce temps, la réunion d'entreprise approchait. À l'intérieur, une tension ne lui laissait pas dormir. Elle passait les nuits à écrire, effacer et réécrire un discours qu'elle n'arrivait pas à exprimer comme elle le ressentait. Elle ne cherchait pas la vengeance, mais elle n'allait pas non plus taire la vérité. Au milieu de cette tempête émotionnelle, elle commença à écrire des lettres. L'une d'elles était adressée à Ivan. Elle s'assit à la table de sa chambre, alluma une bougie et ouvrit la Bible où elle gardait le billet de loterie. Avec une plume ancienne, elle commença à écrire, de traits tremblants mais déterminés. « Fils, toute ma vie, j'ai gardé le silence plus que de raison. Je croyais que ce silence était de l'amour, que supporter était une manière de prendre soin de toi. Aujourd'hui, je comprends que se taire fut aussi une erreur. Je t'ai vu naître, je t'ai vu grandir, j'ai vendu jusqu'à ce que je n'avais pas pour t'offrir des études. Et maintenant tu me traites de paresseuse, tu me nies de mon vivant, tu me tues par la bouche des autres. Je ne sais pas à quel moment je t'ai perdu. Je ne sais pas si l'ambition t'a volé le cœur ou si tu ne l'as jamais eu. Je veux juste que tu saches que je ne te hais pas. Mais je ne pense pas continuer à supporter ton mépris. Je suis propriétaire de cette entreprise. Et tu le découvriras bientôt. Pas pour te détruire, mais pour que tu te souviennes de qui t'a tout donné. Et pour que tu saches que ta mère ne se tait plus. » Lorsqu'elle eut terminé, elle plia la lettre et la rangea dans la Bible, avec le billet de loterie. Elle la caressa comme un trésor et inspira profondément. Elle savait que le jour de la réunion serait un avant et un après. Elle savait que les masques allaient se briser. Et bien que le sang pesât, son âme était déjà fatiguée de porter ce qui ne lui appartenait pas. L'horloge approchait du moment. Le silence allait être rompu. Et elle était prête à parler. La salle des événements était éclairée par des lampes suspendues qui semblaient des lunes artificielles. Les tables rondes couvertes de nappes blanches scintillaient sous la lumière, et les verres en cristal reflétaient des éclats donnant à la nuit un air presque solennel. Les directeurs, ingénieurs, secrétaires et administratifs étaient réunis pour ce qui avait été annoncé comme une soirée pour présenter la nouvelle ère de l'entreprise. Dehors, une file de voitures de luxe attendait leurs propriétaires, tandis qu'à l'intérieur résonnaient des musiques de cordes et des murmures anxieux. Ivan se promenait entre les tables avec la confiance de celui qui se sent maître du futur. Il saluait tout le monde avec un large sourire et des gestes de supériorité. Il portait un costume noir parfaitement ajusté, une cravate bleue qu'il ne mettait qu'à des occasions spéciales et une montre en or achetée avec le premier gros bonus qu'il avait reçu. Dans son esprit, tout était clair, cette nuit, il serait promu directeur général. Il le méritait, pensait-il,
et cette reconnaissance lui ouvrirait encore plus de portes. Sylvia, à ses côtés, portait une robe rouge intense, en tissu brillant, avec un décolleté calculé. À son cou, un collier de perles, acheté avec une partie de l'argent que Ivan cachait dans des comptes secrets. L'ironie était que ces bijoux, ce luxe, avait été possible parce que Stolia avait vendu jusqu'à sa propre alliance pour payer l'accouchement d'Ivan. Et ce soir-là, comme si la vie était une pièce de théâtre macabre, Sylvia exhibait ses perles avec fierté, ignorant ce qui allait se passer. Stolia observait tout depuis une table proche de l'estrade. Elle était vêtue sobrement, d'une robe sombre sans ornement, mais il y avait en elle une élégance naturelle, née de la dignité que l'on acquiert seulement quand on survit à tout. Ses mains tremblaient sous la table, non par peur, mais de l'énergie contenue prête à exploser. Dans son sac, elle portait la Bible avec la lettre à Ivan et les documents l'accréditant comme propriétaire absolu. C'était son bouclier et son épée. Le présentateur prit le micro et parla avec enthousiasme. Ce soir, nous célébrons l'avenir de notre entreprise. Une nouvelle étape commence, et il est temps de reconnaître le talent et le dévouement de ceux qui nous ont menés jusqu'ici. Le public applaudit. Ivan sourit, satisfait, ajustant sa cravate, certain que son nom serait le suivant. Mais avant de continuer, ajouta le présentateur, nous devons accueillir la personne qui a rendu possible cette renaissance. Quelqu'un qui, à partir d'aujourd'hui, devient la figure centrale de notre entreprise. Tous se tournèrent vers l'estrade. Ivan se leva légèrement, prêt à avancer. Sylvia le regardait avec une fierté feinte. Mais alors, le présentateur tendit la main vers Stolia. « Avec vous, Madame Stolia Ramirez. » Le silence fut absolu. Personne ne comprenait. Certains employés murmuraient entre eux. Qui était cette femme âgée? Pourquoi l'appelait-il sur scène? Stolia se leva lentement, d'un pas assuré. Chaque pas était un poids qu'elle relâchait de son dos. Elle monta les marches et se plaça devant le micro. Ses yeux parcoururent la salle jusqu'à croiser ceux d'Ivan, désormais grands ouverts, emplis de stupéfaction. Sylvia s'étouffa avec le vin et dut se couvrir la bouche pour ne pas le recracher sur la table. La voix de Stolia retentit claire, sans hésitation. « Je m'appelle Stolia Ramirez. Certains m'ont connue comme la dame qui nettoyait les toilettes. D'autres, comme votre mère. » L'air est devenu si dense qu'on aurait dit que tout le monde retenait son souffle. Les murmures ont grandi. Quelqu'un a fait tomber une fourchette qui a résonné comme un tonnerre dans la salle. Ivan s'est levé d'un bond, pâle, incapable d'articuler un mot. « Je suis la nouvelle propriétaire de cette entreprise, continua-t-elle. Et avant que vous applaudissiez, je veux que vous entendiez la vérité. » Elle sortit de son sac une enveloppe avec des documents et la leva. « Voici les preuves de l'achat. Légalement, cette entreprise m'appartient. Et vous méritez de savoir qui je suis, pas à cause des papiers, mais à cause de ce qu'on m'a pris. » Elle se tourna vers le public, la voix chargée d'émotion. « Mon fils, que j'ai élevé avec mes mains ensanglantées à force de laver les vêtements des autres, m'a traité de vieille paresseuse. Il m'a craché au visage après que j'ai vendu jusqu'à mon alliance pour payer son accouchement. Sa femme, la dame qui porte aujourd'hui des perles autour du cou, a voulu m'enfermer dans une maison de retraite parce qu'elle avait honte de me voir. Et tous deux ont tué tout ce qu'une mère pouvait ressentir. » La salle éclata en murmures. Certains directeurs se regardaient, mal à l'aise, ne sachant pas s'il était approprié d'intervenir. Sylvia baissa les yeux, feignant le calme, mais son visage était rouge de colère. Ivan fit un pas en avant, essayant de reprendre le contrôle. « Maman, dit-il d'un ton suppliant, ne fais pas ça ici. Parlons en privé. » Stolia le fixa du regard. « En privé ? Tu m'as nié en public, Ivan. Tu as dit que j'étais morte pour justifier tes mensonges. Tu as utilisé mon nom pour tromper une jeune femme et tu as même eu un enfant avec elle. Maintenant, tu veux que je me taise encore? Non. Plus maintenant. » La salle était glaciale. Damari, la secrétaire, était dans un coin, les yeux remplis de larmes, serrant un petit garçon que personne n'avait remarqué au début de l'événement. Le murmure se transforma en exclamation de surprise. Sylvia se leva, tremblante de rage. « Qu'est-ce que c'est, Ivan? Qui est ce garçon?
Eustolia tendit la main vers eux. Ce garçon est ton petit-fils. Ton véritable petit-fils, né du mensonge que tu as inventé en disant que j'étais morte. Le scandale était total. Les invités chuchotaient, certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Ivan transpirait à grosses gouttes, sa cravate lui serrant le cou comme une corde. « Maman, s'il te plaît !» cria-t-il désespéré, avançant vers elle. « Ne gâche pas tout. Je peux arranger ça. » Eustolia le regarda avec une sérénité qui glaçait le sang. « Tu m'as enterré il y a des années, Ivan. Aujourd'hui, je ne fais que signer l'acte. » Elle prit le contrat de gérant qu'elle avait préparé avec l'avocat et le déchira devant tout le monde. Les morceaux tombèrent au sol comme de la neige sale. À partir de maintenant, Ivan Ramirez est destitué de son poste. Le silence fut remplacé par un murmure croissant. Certains employés, ceux qui avaient subi des humiliations sous les ordres d'Ivan, ne purent cacher un sourire de satisfaction. Sylvia, en revanche, laissa échapper un cri étouffé et courut vers la sortie, traînant la traîne de sa robe rouge comme une tache de sang sur le sol. Ivan tomba à genoux devant sa mère. « Ne me fais pas ça, maman. Je voulais juste te donner le meilleur. Je voulais élever un nom. Pardonne-moi. » Elle le regarda d'en haut, les yeux embués de larmes retenues. « Je n'ai pas besoin que tu élèves un nom, Ivan. J'avais besoin d'un fils. Et je l'ai perdu il y a longtemps. » Elle se tourna, fit un pas vers le public et descendit de l'estrade avec la dignité d'une reine qui prononce son dernier jugement. Toute la salle s'écarta pour la laisser passer. Personne ne l'arrêta, personne n'osa contester sa décision. Certains baissèrent la tête en signe de respect, d'autres la regardèrent avec peur. Eustolia marcha jusqu'à la porte principale. Dehors, l'air frais de la nuit l'enveloppa. Elle s'arrêta un instant, respira profondément et regarda le ciel étoilé. Elle sentit que, pour la première fois depuis des décennies, sa voix avait été entendue. À l'intérieur de la salle, le chaos continuait. Mais elle ne faisait plus partie de ce bruit. Elle avait retrouvé sa place dans le monde, même si cela signifiait détruire l'image du fils qu'elle avait tant aimé. Le silence qu'elle avait porté toute sa vie avait enfin crié. Et son écho continuerait de résonner dans les murs de cette entreprise et dans la conscience de ceux qui l'avaient méprisé. Les jours suivants, le scandale furent un mélange de calme apparent et de tempête intérieure. La nouvelle que la femme que tout le monde croyait invisible était la propriétaire de l'entreprise se répandit comme une traînée de poudre. Les journaux locaux l'appelaient la millionnaire inattendue, la femme qui est passée de nettoyer les sols à s'asseoir au sommet. Pour certains, c'était un miracle, pour d'autres un scandale, mais pour elle, c'était simplement l'aboutissement logique de tant d'années de silence brisé. Elle décida de quitter la ville. Elle choisit un petit village côtier, avec des maisons en bois peintes de couleurs vives et des pêcheurs qui saluaient à l'aube. Là, elle acheta une maison simple, aux murs blanchis à la chaux, avec un hamac dans la cour. Elle n'avait pas besoin de manoir ni de luxe, seulement de tranquillité. Avec l'argent qu'elle possédait encore, elle aurait pu s'entourer de luxe, mais elle choisit de s'entourer de silence, de mer et d'air pur. Tonneau, après des mois de réhabilitation, commença à travailler avec elle sur des projets de l'entreprise. Pas dans des bureaux, mais dans des programmes sociaux qu'elle avait lancés en secret, formation pour les jeunes qui ne pouvaient pas payer leurs études, opportunités pour les femmes abandonnées, emploi pour les personnes âgées jetées comme de vieux chiffons. C'était sa façon de résister à la tentation de se venger à l'identique. Un matin, Tonneau arriva dans la cour avec un carnet plein d'idées. Il avait des cernes, mais ses yeux brillaient d'un feu nouveau. « Maman, je veux continuer avec toi. Je ne veux pas retourner dans la rue. Donne-moi une chance de te prouver que je peux être quelqu'un de différent. » Eustolia le regarda longuement. Le visage de son fils cadet portait encore les traces du passé, mais montrait aussi la fragilité d'un homme qui avait frôlé la mort et décidé de se battre. « Tu l'as déjà, Tonneau. Ne me le dis pas, prouve-le à toi-même. » Il sourit, les larmes retenues, et l'embrassa avec une force qui semblait vouloir rattraper toutes les années perdues. Pourtant, la vie ne lui offrait pas totalement la paix. Il y avait des nuits où la toux lui faisait saigner les lèvres. Il le cachait, lavant les taches en secret pour que Tonneau ne s'en aperçoive pas. Il ne voulait pas que quelqu'un pense qu'il était faible alors qu'il venait de trouver la force de parler.
Dans ces moments de douleur, elle cherchait refuge dans sa Bible. Un après-midi, elle s'assit face à la mer, les vagues brisant sur le sable et le vent décoiffant ses cheveux déjà gris. Elle ouvrit le livre où elle gardait lettres, papiers et souvenirs. Là, elle trouva celle qu'elle s'était écrite des mois auparavant. Elle la lut à voix haute, comme pour entendre sa propre voix dans l'immensité de l'océan. Tola, tu as été une femme brisée, mais tu ne t'es jamais rendue. On a voulu te faire taire, mais tes silences sont aujourd'hui des cris que personne ne peut ignorer. Tu as été mère même de ceux qui ne le méritaient pas. Et même si la vie t'a tout arraché, elle n'a pas pu t'enlever ce qui comptait le plus, ta dignité. Ses larmes se mêlèrent à la brise salée. Elle referma le livre et le pressa contre sa poitrine, comme pour étreindre la femme qu'elle avait été et celle qu'elle était devenue. Quelques jours plus tard, une visite inattendue changea le cours de ces derniers moments de calme. Damari apparut à la porte de la maison, tenant par la main son jeune fils. La jeune femme avait le visage fatigué, les yeux rouges, mais conservait la dignité de celle qui lutte seule. Il a demandé sa grand-mère, dit-elle d'une voix brisée. Eustolia sentit un nœud dans sa gorge. L'enfant, âgé d'accent grave peine 5 ans, la regardait avec curiosité. Il avait les mêmes yeux que Yvan enfant, ce mélange d'innocence et de feu. Elle se baissa, le prit dans ses bras et le serra contre elle. « Viens avec moi, mon garçon. Peu importe ce qu'on t'a dit. Tu as une grand-mère qui t'aime. » L'enfant sourit et s'accrocha à son cou. Damari, voyant la scène, ne put retenir ses larmes. « Je ne sais pas quoi faire, madame. Il m'a laissé avec des dettes, menace de me prendre mon fils si je parle trop. Je n'ai plus de force. » Eustolia la regarda avec compassion. « Tu n'es pas seule. Moi aussi j'ai été trompée, on m'a pris ce que j'aimais. Mais si j'ai appris quelque chose, c'est que les femmes ne doivent plus se taire. Reste ici si tu en as besoin. Cet enfant mérite de grandir avec la vérité, pas avec des mensonges. » Damari tomba à genoux, sanglotant. « Merci. Je pensais que vous me détesteriez pour ce qui s'est passé. » « Te détester ? Tu as été une autre victime. Je ne te porte aucune haine, jeune fille. Ma colère est contre ceux qui croient pouvoir utiliser la vie des autres comme des pièces d'échecs. » L'enfant jouait avec les doigts d'Eustolia, riant sans comprendre l'ampleur de la tragédie autour de lui. Ce rire innocent rendait à la femme un peu de l'espoir qu'elle croyait perdu. Les jours passèrent entre les visites de Damari et les jeux de l'enfant dans le sable devant la maison. Eustolia l'observait courir et pensait que peut-être c'était le dernier cadeau de la vie, avoir un petit-fils qui ne la méprisait pas, un petit qui la cherchait et l'appelait grand-mère naturellement. Cependant, les nuits devenaient de plus en plus difficiles. La toux augmentait, le sang aussi. Elle savait que la fin approchait, mais ne voulait pas que Tono ni l'enfant la voient faiblir. Elle décida de garder le silence une fois de plus, mais cette fois non comme sacrifice, mais comme acte d'amour. À la veille d'un matin clair, elle décida de mettre la robe blanche qu'elle gardait depuis des années. Elle ne l'avait jamais portée, la réservant pour quand, selon elle, la vie serait bonne. Et maintenant, bien qu'elle portât maladie et fatigue, elle sentait que ce moment était arrivé. Elle se leva avant que les autres se réveillent, ouvrit la porte et marcha pieds nus vers la plage. Le sable était froid, le vent soufflait doucement. La mer, infinie, semblait l'appeler. Elle marcha lentement, la Bible à la main. Elle l'ouvrit une fois de plus, caressa la lettre qu'elle s'était écrite et sourit. En arrivant au bord, elle s'arrêta. Elle ferma les yeux, leva la tête et respira profondément. Les vagues avançaient, mouillant ses pieds. Elle fit quelques pas de plus et l'eau lui monta aux chevilles, puis aux genoux. La caméra s'éloigne. L'image montre une femme en blanc qui s'aventure dans la mer à l'aube. Il n'y a ni cri, ni témoin, seulement le bruit de l'océan et le murmure du vent. Sa silhouette s'évanouit au loin, jusqu'à ce qu'on ne distingue plus si elle continue de marcher ou si elle s'est simplement fondue dans l'horizon. La voix d'Eustolia résonne, claire, éternelle. Si je reviens, ce sera comme le vent. Pour que m'entendent ceux qui ne m'ont jamais entendu auparavant. L'écran reste silencieux. La fin est ouverte. Peut-être est-elle morte dans la mer, peut-être a-t-elle décidé de disparaître et de recommencer ailleurs. Peut-être vit-elle encore,
observant de loin comment son écho continue de résonner. Et maintenant je te demande, toi qui as suivi toute cette histoire, veux-tu une partie 2? Veux-tu savoir ce qu'il est advenu de Tonio, d'Yvan, de Sylvia, de Damari et de l'enfant? Laisse ton commentaire en disant ce que tu penses qu'il s'est passé ensuite et laisse ton like pour que cette histoire continue. Car ce que la mort n'a pas pu enlever à Eustolia, c'est sa voix. Et sa voix, maintenant, t'appartient aussi. Si cette histoire t'a touché, partage-la avec tes amis et fais partie du changement. Dis-nous dans les commentaires, que ferais-tu dans une situation similaire? D'où nous regardes-tu? Nous aimerions le savoir. Beaucoup de personnes vivent des situations semblables. Nous espérons que la voix de Stolia vive dans ton cœur. N'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager avec tes amis et ta famille en signe de soutien. Cela nous motive à continuer de proposer des récits émouvants chaque jour. Ne rate pas la prochaine histoire surprenante qui est sur le point d'apparaître sur ton écran. Clique sur les liens qui apparaissent maintenant, nous avons une sélection exclusive d'histoires captivantes et de divertissements garantis spécialement pour toi. À la prochaine vidéo. Un câlin.